Bonsoir à tous, bienvenue sur Tech & Co et bienvenue surtout à Barcelone, au cœur du Salon Mobile World Congress, édition 2023. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition spéciale de Tech Hebdo, François. Voilà, et bienvenue ici sur le stand d'Orange qui nous accueille. Voilà, on les remercie. On les remercie chaleureusement. Et pour toute l'organisation. Avec au sommaire donc de ce Tech Hebdo en ce lundi soir, eh bien toute l'actualité bien sûr de ce Mobile World Congress, ce sera avec Melinda Davansoulas qui a arpenté pour nous les allées de ce salon. Elle en a même perdu sa voix. Ouais. On va s'intéresser également au sport, à l'approche des Jeux Olympiques. Vous allez voir différentes technologies pour suivre les matchs et y compris pour les suivre si on a un handicap, avec une innovation super intéressante. Et puis Jérôme, on s'intéressera au constructeur Honor qui a annoncé son Magic 5 Pro qui, paraît-il, est une bombe en matière de photo. Badadoum. Des smartphones mais également des lunettes connectées à l'honneur cette année à Barcelone. Nous recevrons un représentant de la marque TCL. Vous allez découvrir ces lunettes connectées TCL. Oui, belle tendance aussi de ce Mobile World Congress, les lunettes en réalité augmentée. Voilà, vous savez tout, merci d'être là. C'est parti pour ce Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. Voilà, on va garder la trame habituelle de Tech Hebdo, bien sûr. Des invités qui vont nous rejoindre ici même, comme tu l'as dit, au cœur du stand d'Orange tout à l'heure. Mais avant cela, on accueille Melinda pour l'actualité donc de cette semaine. Alors Melinda, il faut lui parler fort. Aujourd'hui. Ah bon? La pauvre. Bonjour Melinda. Bonjour messieurs, ça va, j'en ai encore un petit peu de la voix. Je peux encore faire un petit peu semblant. Oui, parce que juste pour la petite anecdote, Melinda sillonne les continents en ce moment. Ouais. Et il se trouve qu'à Barcelone, on n'a jamais eu aussi froid en fait. Il fait un temps mais horrible. Il fait un temps horrible, indigne de Barcelone, on va se le dire. D'ailleurs, pour tout vous dire, il a même neigé sur les hauteurs de Barcelone, ce qui est quand même assez rare. Hein. C'est assez rare. Bon voilà, ça c'était la petite parenthèse météo. Il faut toujours une petite parenthèse météo dans une émission. Donc comme ça les fêtes. Et maintenant, il y aura la pause cuisine à la fin, etc. On s'intéresse à l'actu de ce Mobile World Congress. Melinda, qu'est-ce que tu en penses? Alors un cru sympa en termes de smartphone, cette édition 2023? Écoute, ça commence pas trop mal, on va se dire. On a eu quelques surprises. Alors c'est un peu le salon qui reprend vraiment. L'année dernière, vous étiez là messieurs, il y avait eu une première édition, mais c'était un petit peu en deçà. C'est un peu triste. Bah, cette année, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a déjà des annonces, on a déjà vu des choses un peu sympas, et notamment chez Motorola et Lenovo. C'est un peu l'effet waouh de ce début de salon. Ils sont venus avec leur smartphone, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ils sont venus avec deux concepts d'écrans qui se déroulent et s'enroulent. Alors vous allez me dire, les écrans qui se plient, les écrans qui s'enroulent, on en voit, mais là c'est assez sympa. Il en fallait en même temps. Hein. Et on a notamment vu un Rollerball Phone. Et alors ce téléphone, il est bien. Vous savez, on n'arrête pas de se plaindre des écrans qui sont trop grands. Donc des écrans qui font 6 pouces et plus. Alors celui-là, il fait 5 pouces. Enfin, on se plaint pas des écrans. Il est tout petit, mais alors regardez la subtilité. Oh là là! Quand vous cliquez dessus, il devient un écran de 6,5 pouces. C'est pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Alors vous pouvez afficher comme ça plus d'applications. Vous pouvez, si vous écrivez un mail, en fait, automatiquement, il va s'agrandir. Comme ça, vous avez le clavier qui reste en bas et vous avez plein de place pour écrire. Si vous voulez regarder YouTube, vous basculez en mode paysage. Pareil, tout seul comme un grand. L'écran s'étend pour que vous puissiez voir ça bien. Et ce qui est rigolo, c'est que quand il est plié, enroulé, l'autre partie de l'écran va de l'autre côté. Ça va derrière en fait. C'est vraiment un écran qui s'enroule autour du châssis. Donc l'écran derrière, ça peut vous servir. Si je prends en photo, ça fait un petit écran de retour. Vous verrez les notifications. Le concept, il est assez sympa. Alors, c'est pas pour tout de suite, on va pas se mentir. Il y en a au moins, dans le meilleur des cas, pour 2 ans à attendre le produit fini. Mais c'est déjà un produit qui est assez avancé, qui fonctionnait. Alors, on l'a pas vu avec toutes les applications possibles, mais ça fonctionnait. Et puis, comme ils sont sur leur concept, ils sont assez forts. C'est le lab en fait de Motorola et Lenovo. Vous savez, c'est la même entité désormais. Ils ont un lab qui travaille sur plein de concepts et ils ont aussi un concept d'ordinateur portable avec la même technologie d'écran qui s'enroule et qui va rentrer cette fois sous le clavier. Ouais, on le voit là, c'est impressionnant. Ça, c'est waouh. Là vous passez d'un écran qui fait 12,7 pouces, assez classique, à un écran qui va faire 15,3 pouces. C'est un écran OLED, donc de bonne qualité. Quand on a envie de travailler pour le multitâche, c'est quand même assez intéressant. Après, c'est un format assez bizarre, on va dire. Hein, oui, mais c'est parce qu'on va l'ouvrir pour travailler tout de suite dessus.
l'écran il roule en fait sous le clavier, ce qui permet de le plier parce que de refermer l'ordinateur, c'est quand même plus pratique à transporter. Il y a un bouton juste sur le côté et l'écran il monte ou il descend. Alors c'est pas un foudre de guerre pour déplier l'écran quand même. Oui, on l'a vu, il prend son temps. C'est un peu lent quand même. Donc, mais je trouve que l'idée est bonne. C'est un autre concept, mais c'est assez intéressant d'avoir cette charnière en gros, sur chenille. Qui va sortir l'écran. Donc c'est l'effet vraiment waouh du début de ce salon. Oui, tout à fait. Il faudra voir si ça devient un produit commercialisé, comme tu disais, d'ici un an ou deux. Par rapport à d'autres choses qu'on avait vues, vous vous souvenez, ces montres qui s'enroulaient autour du poignet, ou choses comme ça, c'est un peu plus viable à mon goût. Tout à fait. Ça, c'est Motorola Lenovo. Voilà, c'est le salon de la téléphonie. Donc on a souvent des annonces. Alors, Samsung est là, mais ils ont déjà annoncé leur Galaxy S23. Bien sûr. Oppo a annoncé son Find N2 Flip, donc le rival du Galaxy Z Flip. Mais il y a quand même des annonces et de smartphones haut de gamme. Donc on a vu Xiaomi hier qui nous a présenté toute sa série Xiaomi 13, dont le Xiaomi 13 Pro, alors que j'ai pour vous, messieurs. Elle l'a apporté. Je l'ai amené. Et qui est un partenariat avec Leica. Ouais. Alors vous savez, les marques aiment bien associer des noms de marques de photos, ça fait bien, on a du Hasselblad. Là, pour le coup, Leica a vraiment fait l'optique. C'est pas juste du logiciel avec un petit effet. Alors, il y a des filtres Leica, ça n'a pas été ma passion, j'avoue, ça donnait un effet un peu flou. Ouais. Mais pour le coup, vous avez un triple capteur photo Leica qui est vraiment de très très bonne qualité. On a ces 3 fois 50 mégapixels. Hein. Vous avez vu, on ne va pas dans les 100 ou les 200. C'est un smartphone qui se recharge très vite aussi. On est sur du 120. On part sur des choses très très rapides. Ça filme en 8K. Il est très beau. Il est très opérationnel. Et alors, module carré. Vous voyez, on croyait qu'on avait abandonné les dominos. Non, il est là. On est quand même à 1 300 €. Pour du Xiaomi. Pour du Xiaomi, c'est du très haut de gamme. Xiaomi essaye de s'implanter depuis quelques années sur le haut de gamme. Là, ils y vont. Et c'est amusant que Leica, qui avait comme partenaire avant Huawei, maintenant que Huawei dans la panade n'a plus de pertinence de travailler avec Leica, ce soit Xiaomi qui reprenne en fait ce savoir-faire. Exactement. Et alors, vous savez, c'est la grande mode, on met dedans de la puissance, c'est-à-dire qu'on a mis de la photo. Ils sont aussi aidés beaucoup par cette année Qualcomm qui a sorti son Snapdragon 8 Gen 2, qui est extrêmement puissant et notamment aux photos. Tous les appareils photo premium qui en sont équipés, les Samsung, les Oppo, ils vont vraiment monter en gamme en photo. Ouais. Celui-ci, avec Leica en plus, apporte ses filtres et de savoir-faire. Ils disent qu'ils veulent en faire qu'on ait les réflexes, enfin la qualité d'un réflexe numérique. On verra vraiment à l'usage, mais c'est prometteur. Vous avez un autre modèle, vous en parlerez un peu plus précisément tout à l'heure, qui est le Honor Magic 5 Pro qui vient d'être annoncé sur le salon. Pareil, on a une optique, 3 capteurs photo qui veulent aller vraiment très très haut. Il vient d'être élu numéro 1 par DxOMark, qui est le labo qui teste. Ce qui est quand même, une marque. Sacrée performance. L'écran aussi est devant très, le très Galaxy beau. S23. Exactement. Loin derrière, devant l'iPhone, etc. Voilà. Et pareil, on a du Snapdragon 8 Gen 2 dedans. Donc vous allez vraiment avoir des choses qui vont progresser en photo. Ça va vraiment être l'année des photophones de très très grande qualité cette année. Sinon, impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, moi, ce qui m'a amusé, j'ai trouvé intéressant, vous savez, on parle toujours de réparabilité et durabilité des smartphones. On parle de Nokia aussi, qui s'illustre souvent sur Mobile World Congress. Ils ont annoncé 3 smartphones. Alors, c'est pas 3 smartphones premium. Cette fois, je baisse un petit peu en qualité, mais ils ont annoncé un G22 qui a une particularité. Il se réparera en 5 minutes, on nous promet. Soi-même. Vous, comme moi, on va pouvoir le réparer parce qu'ils ont noué un partenariat avec iFixit. Vous savez, cette plateforme de référence, de réparation d'appareils. Eh bien, ils ont créé avec eux un kit qui peut être justement acheté par les utilisateurs de ce Nokia-là. Et en 5 minutes, j'ai vu, pas testé moi-même, mais j'ai vu faire, vous le réparez vraiment. Alors, ça va être pour la batterie. On a tous les outils pour le démonter. Exactement. Pour changer la batterie, pour changer le socle de la carte SIM si vous voulez, pour changer l'écran. Tout est expliqué, vous avez un tutoriel. Ça coûte 25 € d'avoir le kit, plus le prix évidemment de la pièce, mais c'est pas très très cher parce que c'est pas un smartphone haut de gamme, donc il se répare beaucoup plus facilement. Et en 5 minutes, c'est la promesse, vous pouvez le réparer. Allez, on va dire 20 minutes au début comme vous l'avez jamais fait, mais tout est très très bien expliqué. Sur le site, on vous expliquera justement comment ça fonctionne. C'est assez prometteur. On est sur des smartphones à moins de 200 €. Mais est-ce qu'au niveau design, on sent qu'il y a quelque chose, qu'il est facilement démontable, ou c'est un téléphone qui reste tout à fait correct ? C'est un téléphone qui reste correct. On n'est pas sur du premium, on n'est pas sur des smartphones très élégants comme on a, parce que ce sont des smartphones qui sont souvent
extrêmement bien collé, extrêmement bien fixé. Là, il faut que ce soit un smartphone qui est démontable. Nokia, ils ont misé sur vraiment la réparabilité, donc quelque chose de facile à faire. C'est le concept du Fairphone. C'est exactement le concept du Fairphone. Donc, vous n'êtes pas sur des foudres de guerre au niveau de téléphonie, mais sur des appareils qui sont pensés pour que justement n'importe qui puisse le réparer. Et c'est intéressant que voilà, toute cette cause environnementale, de recyclage, de durabilité arrive chez Nokia jusqu'à ce point-là, en fait, qui est quand même assez long, assez costaud, quoi. Ils ont annoncé aussi un autre smartphone, le C22, qui lui mise vraiment sur la durabilité, c'est-à-dire d'être résistant. Alors là, que vous n'ayez pas besoin de le réparer tout de suite, mais qui puisse résister vraiment au choc. Tout est fait. Alors, évidemment, comme je dis, on est sur moins d'élégance, mais c'est une autre proposition et qui, ici, en fait, trouve beaucoup d'écho. On voit beaucoup de smartphones qui misent sur des écrans renforcés, des structures renforcées et surtout des choses faciles à faire réparer. Voilà, Nokia HMD qui aussi, et tu as dû le savoir, veut relocaliser l'usine d'assemblage des smartphones en Europe, parce qu'aujourd'hui ces smartphones sont fabriqués en Chine, comme 99% des smartphones. Ils veulent créer une usine ici en Europe. Dédiée à la France. Sachant que Nokia est toujours finlandais et HMD, la société qui s'occupe de la division smartphone, est également européenne, finlandaise. Voilà. Donc ils veulent se relocaliser, c'est une bonne chose. Donc tout est ils sont dans cette philosophie d'avoir des produits qui vont durer et qui vont durer. Après, il faut que ça suive au niveau logiciel, et notamment du côté d'Android, il y a sans doute encore beaucoup de choses à faire. Pour essayer d'allonger la durée de vie d'un smartphone avec des mises à jour peut-être un petit peu plus nombreuses et plus étalées dans le temps. En fait. Android est en retard par rapport à iOS. Voilà, ils sont en train de promettre tous beaucoup plus de mises à jour sur 3 ans et jusqu'à 5 ans en sécurité. C'est quand même, on arrive quand même à des choses qui sont raisonnables. Les opérateurs d'ailleurs poussent, et notamment Orange, poussent à la roue pour que Android fasse ce genre de choses. On parlait de relocalisation d'usines. Il y a Nokia, mais il y a aussi Crosscall qui prévoit d'ouvrir une ligne d'assemblage de smartphones de leur marque. Donc c'est intéressant de voir aussi cette volonté de fabriquer en quelque sorte, d'assembler plus précisément des smartphones en Europe. C'est plutôt cool. Tout faire revenir en Europe, on voit ça dans plein de domaines aujourd'hui. Et bien voilà Mélinda. Merci beaucoup Mélinda. Je repars à la chasse aux nouveautés. C'est bien, tu as presque retrouvé ta voix, c'est formidable. Ce sera bon pour la prochaine. Et on te retrouve très vite évidemment sur la chaîne Tech & Co. Et nous on enchaîne, Jérôme, avec nos premiers invités. On va parler de réseau, mais aussi de start-up. À tout de suite. Jérôme, tu n'es pas sans savoir que l'année prochaine se dérouleront les Jeux Olympiques. Mais bien sûr, évidemment, à Paris, un peu partout en France d'ailleurs, parce qu'il y aura plusieurs sites. Je crois qu'il y a même des sites à l'autre bout du monde, je crois. Je crois bien. À Tahiti. À Tahiti, merci beaucoup, Eve Oman. C'est la France. Et voilà. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. Directrice Open Innovation Orange, et à vos côtés Arthur Chazelle. Enchanté. Bonjour Arthur, fondateur de Touch2C. Voilà, avec vous on va s'intéresser à plusieurs aspects effectivement de toute la technologie qui va entourer cet événement des Jeux Olympiques, puisqu'Orange est l'opérateur officiel, c'est comme ça qu'on dit. Un des partenaires officiels, effectivement. Un des partenaires officiels, voilà, va s'occuper de tout ce qui est réseau, etc. Mais pas seulement, puisque vous vous intéressez aussi beaucoup à l'accessibilité. Et alors, l'innovation qui est à côté de vous, alors on sent que ça sort du four, ça sort tout droit de l'imprimante 3D, là, le prototype. Effectivement, on est en phase de recherche-développement, donc c'est des prototypes actuellement. C'est un prototype. Expliquez-nous ce que vous avez sur les genoux, qui est un produit étonnant. Chez Touch2C, on développe une tablette tactile qui représente en temps réel la position des joueurs et du ballon grâce à des retours optiques. En parallèle, il y a de la vibration qui vient de traduire l'intensité du jeu. Et on génère aussi en support supplémentaire une audio-description qui est générée automatiquement. Donc c'est pour les déficients visuels. Les personnes qui ne voient pas le match, mais qui ont envie de participer à la sensation et ressentir le match, en fait, c'est quasiment ressentir, grâce au toucher, ce qui se passe sur le terrain, c'est ça ? Absolument, oui, tout à fait. Donc on apporte vraiment une représentation presque visuelle, mais par le toucher, du terrain. Donc on offre au public malvoyant des informations qui leur sont jusqu'à présent inaccessibles. Donc la position, des mouvements. Et tout ça en direct ? En direct, en ultra live, donc notamment grâce à la 5G. Donc on a une latence qui est de 150 millisecondes. Donc c'est imperceptible. Mais alors attendez, comment ? Parce que quels sont les yeux des personnes qui ne voient pas et comment vous arrivez à retranscrire ces images pour les faire ressentir au niveau le ballon en fait. Bien sûr, oui. Donc techniquement, la solution utilise de la donnée sportive qui est générée en temps réel. Donc c'est des coordonnées X et Y des joueurs et du ballon que l'on obtient en ultra live et qui permettent de générer toutes les informations de la tablette
l'haptique, la vibration. Parlez bien dans le micro, Arthur, bien près pour qu'on vous entende bien. Ok. Voilà, nickel. Et donc cet appareil est connecté à quoi? Cet appareil il est connecté en 5G dans un stade et qui est notamment relié à du edge computing. Ça ne marche que dans le stade? Nous, on a deux volontés, c'est d'équiper les stades dans le monde et les particuliers dans un second temps. Donc offrir cette possibilité à la cible B2C. Qu'est-ce que vous appelez le edge computing? L'edge computing, c'est une technologie qui permet qu'à ce que la donnée qui soit générée en ultra live, donc les coordonnées X et Y, qui n'est pas notre travail, mais qui puisse être cette donnée qu'elle puisse parcourir moins de distance. Cette donnée reste dans le stade, donc c'est un circuit fermé. Et ce qui permet en fait d'avoir une latence qui est encore améliorée. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout envoyer dans le cloud, très loin. On fait une espèce de cloud local, quoi, en fait. Absolument. Et l'edge computing permet, je pense, de faire parcourir à la donnée peut-être une dizaine de kilomètres, là où on parcourrait des centaines de manière normale. C'est ça. Ce qui est absolument clé. Oui, ce qui est absolument clé, parce qu'on imagine bien qu'au milieu d'un stade, si les malvoyants réagissent quelques secondes après les autres personnes parce qu'elles ne vivent pas l'émotion en même temps, ça ne peut pas fonctionner. Donc la latence est absolument clé, la connectivité est absolument clé dans ce cas d'usage. Alors là, c'est le foot. Mais on peut imaginer d'autres sports, non, j'imagine? Absolument, et notre système fonctionne avec de la donnée sportive. Et actuellement, il y a une dizaine de sports qui sont compatibles avec cette donnée sportive. Nous, on s'intéresse essentiellement au sport à balles collectif. Donc ça va du tennis au rugby, au basket et notamment au football. Tous les jeux de balles, en fait? Absolument, et tous les jeux de balles connus notamment sont essentiellement retranscrits. Donc, comment ça marche dessous? Il y a des moteurs? Comment ça fonctionne? on ne peut pas préciser très clairement comment ça fonctionne. Secret de fabrication. Ah bon? À l'intérieur. Ah ouais. Ce qu'on peut dire très simplement, c'est que notre solution d'un point de vue hardware, elle est relativement simple à fabriquer, ce qui nous permet de concevoir une commercialisation aussi du produit dans des pays moins développés. Ça ne va pas coûter une fortune, quoi. Absolument, et on peut même parler de low-tech. De low-tech. Le côté ingénieux et très technique du projet se trouve notamment dans l'analyse et le traitement de ces données sportives. D'accord. Ouais. Low-tech au niveau du terminal, mais après, bien high-tech en amont. La forme, l'assemblage, etc. peut être considéré comme low-tech, mais il y a un caractère ingénieux dans la forme que prend le produit qui là nécessite quand même des compétences spécifiques qui sont notamment développées en partenariat avec le CEA, le commissaire aux études atomiques et aux énergies. Et ce sont des caméras qui sont déjà présentes sur le stade, donc c'est aussi pour ça qu'on considère que c'est low-tech dans le sens où il n'y a pas besoin d'équipement supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé de racheter de rajouter des lidars, des trucs comme ça? Notre solution, elle se plug directement à une industrie qui est connue et qui existe depuis des années. L'innovation qui permet de mettre en œuvre notre solution, c'est vraiment la live data qui est là et existe depuis seulement quelques années. Donc, alors, Eve, au-delà de ça, on le disait, il y a une vraie démarche pour rendre accessible au plus grand nombre toutes les manifestations sportives, en fait. Oui, c'est une des missions d'Orange en tant qu'opérateur responsable, c'est vraiment démocratiser le sport, le rendre accessible au plus grand nombre. Donc on a lancé un challenge dont justement TouchToC a été un des gagnants l'an dernier. Et on a eu 5 startups qui en sont sorties et chacune répond à l'objectif. Alors je peux citer par exemple Refmate aussi qui permet à chacun d'avoir un petit robot, un petit chatbot qui permet un assistant conversationnel pour suivre les règles de rugby ou peu importe quel sport, qui nous donne des clés pour comprendre le sport qu'on est en train de regarder. Donc c'est aussi de la démocratisation. Ah oui, en temps réel, on peut interroger le chatbot et donc mieux comprendre. Qu'est-ce que le hors-jeu, etc. Exactement. Et on sait bien qu'il y a toujours des subtilités dans le sport qu'on ne comprend pas tous. Et donc voilà, ça permet à chacun de mieux comprendre. Et TouchToC en est un exemple absolument flagrant puisque quelle émotion on peut ressentir en suivant un match en l'occurrence de football, mais de peu importe quel sport collectif. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure que j'ai trouvé extrêmement pertinent et que je voulais quand même vous dire aussi, c'est que l'audio-description, parce qu'on pourrait se dire il suffit d'avoir des journalistes talentueux qui nous racontent le sport, mais ne suffit pas parce qu'elle ne nous permet pas de vivre l'émotion avec nos amis, puisque nos oreilles sont prises, les oreilles des malvoyants sont prises par cette explication du match. Et donc là, en touchant et en ayant juste quelques informations qui est le nom des joueurs, les fautes, etc., on peut échanger avec nos amis et vraiment vivre l'expérience de façon totale. Après, c'est vrai que ça peut être un outil supplémentaire avec la radio, notamment pour vivre encore plus un match et être encore plus immergé, en fait. Oui, il y a plein de gens qui vont au stade avec une radio. Vous y pensez ça? Et en Espagne, d'ailleurs, beaucoup, il paraît-il. Arthur? Alors, la radio, c'est une excellente solution, mais qui, dans un stade, présente 20 secondes de latence de manière globale. Et qui présente aussi des arrêts publicitaires ou autres. Donc, nous, on ne le considère pas comme un support utilisable. Oui, c'est pas fiable, la radio. Il y a la latence, monsieur. Et oui. Et voilà, et surtout avec le numérique,
qui rajoute quelques petites secondes, quelques précieuses secondes. Eve, juste un mot sur évidemment l'implication d'Orange pour les JO, donc le réseau de tous ces JO, le réseau mondial en quelque sorte, parce que voilà, vous êtes vraiment au cœur de la machine des réseaux. Cette idée de soutenir les startups, c'est quoi l'idée? C'est que ces startups puissent démontrer ce qu'elles font pendant les JO aussi, que ce soit une vitrine technologique? Tout à fait, puis qu'elles puissent compléter l'offre de services que va proposer Orange, qui sera effectivement en grande partie autour de la connectivité des sites olympiques, mais également qu'on puisse proposer une expérience plus complète aux spectateurs, dans les fan zones, dans les stades. Aussi, il y a aussi une start-up qui aide les sportifs à potentialiser leur performance, on va dire. Donc voilà, ça c'est des sujets sur lesquels Orange est moins présent, et donc c'est extrêmement utile pour nous de nous adosser à des startups pour travailler sur ces sujets-là. Eh bien, merci beaucoup. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Eve Oman, directrice donc Open Innovation chez Orange, et Arthur Chazelle, fondateur de Touch2C. Voilà, Merci. vous restez avec nous. On va maintenant donner la parole à des constructeurs, et non des moindres. Dans un instant, TCL et tout de suite la marque Honor. Et Jérôme, un Mobile World Congress sans constructeur de smartphones ne serait pas un Mobile World un Congress. Mobile World Congress. Bien sûr, il nous faut des marques, des bonnes. Et comme tu le disais dans un instant, TCL sera avec nous. Mais auparavant, on accueille Frédéric Gullet-Serian. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Directeur commercial chez Honor France. Voilà, tout à fait. Honor qui met le paquet avec un très beau stand ici au Mobile World Congress. Évidemment, quelques nouveautés que vous allez nous présenter. Frédéric, a commencé par le produit un peu star qui est, on va dire, le top du top, le Magic 5 Pro qui est là. Voilà, donc on est très heureux de pouvoir vous annoncer depuis le salon le lancement de notre gamme Magic avec le Magic 5 Pro. Donc ce produit, c'est le premier smartphone qui remporte la première place selon DxOMark sur la partie photo. Qui est donc cet organisme français d'ailleurs. Tout à fait. Qui note tous les smartphones et surtout leur qualité photo. Exactement. Au niveau mondial. Et pas uniquement sur la partie photo, on est aussi numéro 1 sur la partie écran. L'écran du Magic 5 Pro, c'est un écran incurvé des 4 côtés. Mon Dieu, mais c'est un combo. Et qui permet vraiment d'avoir une sensation de visuelle qui est vraiment parmi les meilleures du marché. On a des technologies uniques, on a amélioré, on va dire, la réminiscence, donc qui permet vraiment de limiter la fatigue visuelle, parce qu'on passe beaucoup de temps sur nos smartphones, comme vous le savez. Voilà, donc un produit dont vous êtes très fiers. Qu'on est très fiers, et surtout qui va apporter énormément de choses sur le marché. Je le disais, la photo, l'écran, les performances. Donc on souhaite vraiment montrer à nos utilisateurs que Honor est de retour avec une gamme de smartphones Magic, parce que c'est le 5 Pro, et on a aussi le Magic VS ici, le smartphone pliant selon Honor. Bien dans le micro, et évidemment Frédéric. Attendez, vous savez quoi, Jérôme fait très bien l'hôtesse de la dépliure. Voilà, donc la dépliation se passe comme ceci. Alors attends, il faut... Donc voilà, je vous la refais. Pour tous ceux qui ont l'habitude du Samsung Fold, on est sur le même modèle, sur le même concept. Voilà. C'est-à-dire qu'on ouvre le téléphone de manière horizontale, comme un livre, exactement. En quelque sorte. Et on se retrouve donc avec un écran de combien là ? Là, on est sur un écran de 7,9 quand il est ouvert. Donc on a surtout un écran qui est très bord à bord, qui permet vraiment d'avoir comme une tablette, de maximiser quand on est en format ouvert. Il est assez fin. Il fait 12,9 mm, donc c'est un des plus fins du marché, une charnière ultra fine. On a aussi un très bon appareil photo parce qu'on est sur un triple capteur, 50 millions de pixels, 54 millions de pixels et un téléobjectif 8 millions de pixels. Et surtout, on a surtout une autonomie parmi les meilleurs sur les smartphones pliables parce que c'est plus de 5000 mAh sur ce produit. Donc Frédéric, vous voilà lancé dans la bataille du pliant. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que c'est une technologie qui vous semble maintenant mature, que l'on peut proposer aux consommateurs en fait. Voilà, donc selon les derniers instituts, le marché pliant va fortement accélérer. Dès cette année, c'est plus de 50% par rapport à l'année dernière. Donc Honor veut être parmi les premiers, les leaders sur ce marché.
Le Magic VS va faire partie de nos produits cette année de la gamme Magic qui vont vraiment illustrer le savoir-faire de Honor au niveau technologique. Parce que comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur un produit ultra abouti. Et ce qui va permettre aussi de construire toute la marque autour de la technologie avec le VS, le 5 Pro. On a aussi un produit, le 5 Lite. Donc vraiment une gamme Magic complète pour les utilisateurs. Et alors on est sur quelle gamme de prix là avec ces produits? Alors le Magic VS sera lancé à 1599 €. Le Magic 5 Pro à 1199 €. Donc le pli en 1500. 1599. Ouais, 1600. D'accord. Et l'autre, vous dites, pardon? 1199 € pour le Magic 5 Pro. Donc là, on est vraiment sur les derniers produits ultra premium, ultra techno, qui vont vraiment, comme je vous l'ai dit, vraiment rehausser la marque en termes d'innovation et en termes de technologie sur le marché des smartphones. Alors le marché est chaud quand même en ce moment. Vous avez beaucoup de concurrents, on le voit ici, en plus beaucoup de concurrents chinois, etc. Vous restez malgré tout optimiste? Alors nous on est optimiste parce que comme vous le savez, nous on est vraiment, depuis 2021, on s'est relancé de manière indépendante et on est sur une croissance à plus de 2 chiffres, voire 3 chiffres dans certains pays. La marque Honor progresse très vite. En France, c'est plus d'1 Français sur 2 et on est à plus de 65% de notoriété assistée. On est partenaire avec énormément de distributeurs et opérateurs. Les produits Honor seront disponibles chez l'ensemble des distributeurs, opérateurs inclus, en magasin. C'est plus une marque confidentielle qu'on ne trouvait que sur certains sites web. Voilà, donc là maintenant, la marque se démocratise, va toucher de plus en plus de personnes. Et encore une fois, je pense que 2023, c'est une bonne année pour Honor pour progresser sur le marché en France. Ces produits sont en dispo quand? Alors, le Magic 5 Pro sera disponible au début du premier trimestre et le Magic VS sera disponible en juin. Donc voilà, ça va arriver avant la première. Avant l'été, il y aura les deux modèles qui seront disponibles. Les deux modèles seront disponibles. Parfait, merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. Voilà pour ces 2 nouveautés donc de chez Honor qui, vous l'avez compris, souhaitent en découdre avec la concurrence des smartphones chinois. On va parler, François, d'une autre tendance forte ici cette année à Barcelone. Ce sont les lunettes connectées à réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. Et tu as raison Jérôme, si la paire de lunettes devenait le smartphone de demain. Non mais c'est vrai. Ben bien sûr. Ça te fait rigoler? Non. Mais tu verras. C'est la lunette qui me fait rire. Mais la paire, oui, je trouve ça très bien. Oui, c'est vrai que la lunette c'est moins pratique. On en parle avec notre invité Yacine Bouraoua. Pardon, excusez-moi. Bouraoua, pardon. Salut Yacine. Bonjour merci d'être Yacine. avec nous. Bonjour. Chef de produit marketing Europe chez TCL. Oui. Et oui, parce que TCL est actif sur ce marché. Oui, tout à fait. Et là, vous êtes venu, Yacine, avec 2 paires de lunettes. Oui. Et 2 concepts différents. Deux concepts différents. Donc il y en a un. Donc déjà bonjour à tous. Merci de m'inviter. Donc TCL, oui, on fait énormément de choses chez TCL. On est donc électronique grand public, notamment les écrans de télé. C'est là-dessus qu'on est le plus reconnu. On est 2e mondial, 2e en France en télé. Et on a une gamme de produits très très large, d'électroménager, du mobile, des tablettes, etc. Et on a aussi des produits très innovants comme les lunettes. Donc on a commencé, on va dire le présent, c'est ces lunettes-ci qui sont les Nextwear S. D'accord. Qui vont annoncées cette année ici à Barcelone. Annoncées cette année. Elles sont disponibles sur le marché en fait aujourd'hui. D'accord. Et ça va remplacer son écran en fait. C'est un écran déporté. Donc à l'autre bout, on branche un smartphone en fait. On branche un smartphone. Donc ça c'est filaire, pardon. On branche un smartphone, n'importe quel produit avec un type C avec le DisplayPort, pour parler franglais, désolé. Ouais. Va pouvoir fonctionner avec ce produit. Et donc on se retrouve quand on chausse ses lunettes avec un immense écran. En fait, c'est un peu comme si on était dans enfin pas une salle de cinéma, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas devant un grand écran de télé. Un grand écran. On est environ à 130 pouces, donc ça remplace un écran ça affiche devant ses yeux 130 pouces à environ 4 mètres de recul en Full HD. Parfait pour regarder des films. Les films. Est-ce que pour travailler, ça peut avoir du sens? Pour travailler aussi. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'est pas en immersion totale. Donc, quand je mets les lunettes,
quand je baisse les yeux, je vois mon clavier par exemple, et on peut imaginer le double écran. Je l'ai déjà utilisé comme ça dans le cadre professionnel. On a un fichier un peu confidentiel en allant à Barcelone avec toute la compétition assise sur la place de droite et pour et sur la place travailler, de gauche, ça permet de... par exemple. Tout à fait, pour travailler et aussi pour jouer. Ça peut être très intéressant aussi pour jouer. Sur notre stand, on fait des démos avec le Steam, avec des Xbox. Ça permet de jouer sur un grand écran pour ceux qui n'ont pas une télé énorme. Yacine, à qui s'adresse ce type de produit? Au grand public ou c'est plutôt les pros qui vont s'emparer de ce type d'appareil? Alors, ce modèle-là, c'est plutôt grand public, clairement. Après, évidemment, on va s'adresser aux personnes qui aiment bien les nouveaux gadgets. Oui, aux early adapters, exactement. Ouais. Et puis des besoins aussi, ceux qui voyagent beaucoup. Oui, pour regarder un film dans l'avion, dans le train, c'est etc. mieux que de regarder, même si j'aime bien les avions, ils ont fait des progrès sur les écrans, mais on n'est pas à 130 pouces en Full HD. Même si le concept n'est pas nouveau en réalité, des lunettes pour regarder des films comme ça en voyage. Mais là, effectivement, on atteint une définition d'image qui est nettement supérieure forcément à ce qu'il y avait avant. La qualité est vraiment excellente. La qualité est excellente. On a donc ces 2 écrans micro OLED en Full HD pour chaque œil. Donc on est vraiment sur d'excellence au niveau qualité. Alors l'autre produit que vous présentez aujourd'hui, qui est un peu celui du futur, mais on voit les images qui tournent depuis tout à l'heure là. Tout à fait. Donc, en fait, ce sont ces lunettes baptisées Rayneo X2. Voilà. Donc ces lunettes là, par contre là, on est plus sur le futur. Et peut-être un peu le présent, parce qu'il y a des fonctionnalités vraiment qui fonctionnent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est les premières lunettes de réalité augmentée. Donc ça va être un peu technique, mais qui ont 2 écrans. Allez-y, on adore la œil. technique. Donc il y a l'affichage binoculaire avec un guide d'onde aussi pour chaque œil. La différence avec la plupart des lunettes qui ont été lancées ou pas lancées, mais en tout cas en démonstration, c'est que souvent c'était dans un œil, dans un coin. Donc il y a un œil qui faisait le point à droite, mais l'œil de gauche devait faire le point un peu plus loin. Là, on a vraiment un affichage dans les 2 yeux. Alors on aperçoit d'ailleurs un petit peu en transparence cet écran. Tout à fait. Donc, ce que vous voyez en transparence, en fait, c'est le guide d'onde. En fait, l'écran va diffuser l'image. Dans le micro. Pardon. L'écran va diffuser l'image. C'est pas facile de faire la démo et le micro en même temps. Allez-y. Donc l'écran va diffuser l'image sur le côté. Les petits micros OLED sont ici. Et les guides d'onde vont afficher sur cette partie-là l'affichage. Et alors à l'arrivée, on a l'impression, parce que je les ai essayés là juste avant, d'avoir un seul écran en face des yeux. Exactement. C'est de la vision binoculaire. Le gros avantage de la réalité augmentée avancée comme celle-ci, c'est qu'on va avoir des cas d'usage qui sont, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais un peu révolutionnaires cette fois-ci pour de vrai. On ne peut pas faire la démo tout de suite, mais ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est la traduction en temps réel. Donc ma collègue chinoise, quand elle me parle en chinois, j'ai les sous-titres devant moi. Vous la regardez à travers les lunettes et vous avez les sous-titres. Elle me parle, et même si c'est quelqu'un sur le côté qui va parler, je vais avoir les sous-titres. Donc c'est intéressant parce que Google avait fait une démo avec une paire de lunettes comme ça pendant la Google I.O. l'année dernière, rappelle-toi. Ils avaient une paire de lunettes dans ce style-là. Parce que eux, ils sont forts en traduction et ils sont un peu moins forts en lunettes aujourd'hui. En effet. Exactement. Et là, c'est un usage, mais des usages, on peut en avoir plein d'autres. Bien sûr. L'autre usage qui fonctionne, sur lequel on travaille, c'est la navigation. On peut s'imaginer en vélo, plutôt que d'avoir son smartphone, c'est dangereux, on baisse la tête, sachant que c'est déjà assez dangereux comme ça de faire du vélo en ville, d'avoir la tête haute, de regarder les instructions de navigation tête haute. Et même pour marcher, quand on visite une ville, on a des itinéraires, on ne connaît pas, on n'a pas besoin de regarder son smartphone toutes les 30 secondes pour savoir où on se trouve. On a ça dans les lunettes et en plus on ne se coupe pas du monde. C'est quand même un objet technologique qui finalement nous rapproche parce qu'on ne va pas avoir les yeux rivés sur son téléphone constamment. C'est la promesse vraiment des lunettes de réalité augmentée. Alors, ça c'est un prototype. Ça c'est un prototype mais fonctionnel. Fonctionnel, mais l'idée c'est qu'ils sortent comme ça en l'état? Ou est-ce que vous souhaitez encore miniaturiser parce que tout ce qu'il y a dedans? On va dire que c'est quand même quand même assez gros. Costaud. Oui, alors je peux les mettre, je peux essayer. Oui, bien sûr. Je t'en supplie, mets-les. Voilà. Donc ça fait quand même, ça fait pas lunettes de clown, mais presque. Non, ça te va bien. Non, ça donne un air sérieux en même temps. Ça donne un style. C'est une mode, les grosses lunettes. Et là, je garde mes lunettes d'origine aussi. Donc voilà. Donc l'idée? Oui, l'idée au niveau du timing, c'est aujourd'hui, dans cette année, d'ouvrir un programme pour les développeurs.
Donc rendre les prototypes disponibles afin que des développeurs et des partenaires développent avec nous justement les cas d'usage dont on a parlé. Et évidemment, constamment, on va améliorer aussi la partie hardware afin de rendre les lunettes les plus légères possibles, les plus petites et ce qui se rapproche le plus de lunettes conventionnelles. Elles sont très légères, oui. Très légères. Elles sont assez massives, mais pas très lourdes. Et l'autre avantage... Après, elles sont en plastique, là. Hein. Ah oui, mais je pense que le but, c'est vraiment la légèreté. Donc la priorité sera vraiment à la légèreté sur ce type de produit. Donc pas de date de sortie. Il n'y a pas de date précise de sortie, mais très bientôt, un programme développeur afin de permettre de développer tous les usages auxquels on pense. Et plus tard, selon l'avancement de tous ces développements, on communiquera plus tard sur une date potentielle de disponibilité. Voilà, TCL, tout comme d'autres constructeurs aussi. On avait vu Lenovo. On a vu Lenovo qui présente ici une. Voilà, il y a aussi Xiaomi qui a présenté une paire de lunettes un peu conceptuelle encore. Mais enfin, en tout cas, on voit on ne peut pas l'essayer encore. C'est quelque chose qui commence un petit peu à émerger. Ça avait déjà démarré les années précédentes, rappelle-toi, chez Oppo, etc. On sent que c'est quelque chose comme ça que les constructeurs. La celle que vous voyez, c'est celle de Xiaomi en ce moment. Elles sont belles. Donc l'idée aussi de ces lunettes-là, c'est vraiment d'avoir une expérience complète. Parce que les concepts que l'on a vus jusqu'à maintenant, donc comme je vous dis, il y avait des compromis sur la partie affichage. Il y a une caméra aussi en façade, je ne sais pas si vous voyez, donc ça permettra aussi de prendre des photos. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui fonctionne sur ce modèle. Précisons que l'image est en couleur. Et l'image est en couleur. Ce qui n'était pas le cas, effectivement, de ce qu'on avait pu voir l'année dernière. Donc en fait, la première mondiale, on va dire, de ce produit-là, comme je dis, c'est l'affichage binoculaire via des micro OLED avec des guides d'ondes et en couleur. En couleur, oui. En couleur l'an dernier, c'était du monochrome vert. C'était du monochrome, exactement. Et c'est la combinaison de tous ces éléments qui font ce produit un peu vraiment unique aujourd'hui dans le monde des lunettes à réalité augmentée. Eh bien, revenez nous en parler l'année prochaine. Je suis sûr que ça aura évolué. Ça aura encore évolué. Yacine. De rien. Merci beaucoup. Yacine Bouraoua, donc chef de produit marketing chez TCL Europe. Pour terminer ce Tech Hebdo depuis Barcelone, ici au Mobile World Congress sur le stand Orange. Encore une fois, merci à Orange de nous avoir aussi gentiment accueillis comme chaque année d'ailleurs. Absolument, il y a plein de choses à voir d'ailleurs sur le stand d'Orange. Et oui, bien sûr, sur la connectivité, etc. Sur les économies d'énergie à la maison, des choses étonnantes pour qu'on dépense moins d'énergie à la maison avec nos box. Merci à Laure, merci à Bastien, à JD, à Jean-Baptiste de nous avoir réalisé à la perfection avec toutes ces émissions. Et on se retrouve très très vite, bien évidemment, sur la chaîne Tech & Co. Merci de nous avoir suivis, à très vite. Salut à tous.